Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Dans ce 25e podcast, nous parlons de la misère sexuelle des couples et croyez-moi, ce que j'ai entendu pendant des dizaines d'années a de quoi faire frémir. D'autant que cette misère prend des formes différentes et surprenantes, inhérentes à chaque couple. Chaque couple vit quelque chose de particulier, de singulier, qui lui appartient, qui appartient d'ailleurs à un système relationnel et qui s'exprime, comme vous vous en doutez, suite au titre, en grande partie à travers la sexualité et plus particulièrement une sexualité associée à la frustration. Nous ne parlerons pas des mesures de rétorsion, des punitions sexuelles déjà évoquées dans le podcast Privé de Caquette. Nous ne parlerons pas non plus de ce membre du couple qui se satisfait tellement avec son partenaire caché, son amant ou sa maîtresse, qu'il n'honore plus celui ou celle qui partage ses nuits. J'ai déjà traité le sujet dans « Pourquoi fait-il de la contrebande ?» Aujourd'hui, nous évoquons la misère sexuelle de couples, entre guillemets, relativement normaux en apparence. Et c'est bien là le sujet, en apparence. Ce qui montre que, sans doute, derrière cette misère sexuelle vécue, se cache bien autre chose. Cette autre chose qui fait que cette misère est possible et dont nous parlerons dans la seconde partie de ce podcast. On pourrait croire que le fait de vivre en couple épargne la misère sexuelle. Et pourtant, la dernière grande enquête sur la sexualité a été menée en France sur 12 000 personnes, il y a une bonne dizaine d'années. Et elle dénombrait 1,3% d'hommes et 2,5% de femmes vivant en couple ou entretenant une relation qui n'avaient pas eu de rapport sexuel depuis 1 an ou plus. Cette situation serait le dernier tabou lié à la sexualité dans notre société. En effet, quand désir et plaisir sont valorisés à l'excès dans les publicités et les magazines, comment oser dire que l'on dort à côté de l'autre sans qu'il ne se passe rien? Comment oser dire que l'on est condamné à la masturbation faute de répondant de l'autre côté? Cette enquête confirme d'ailleurs que les personnes en couple sexuellement inactives, entre guillemets, dissocient beaucoup moins la sexualité des sentiments que celles qui ont une vie sexuelle active. Ainsi, 62% des inactifs désapprouvent totalement le fait d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans l'aimer, contre 40% des actifs. Et curieusement, il suffit de le constater, mais une femme est plus reconnue et valorisée si elle reste en couple, même si elle en crève de solitude et de misère affective et sexuelle, qu'un homme. Et si elle quittait cet homme, on la traiterait de garce, de nymphomane, si elle dit pourquoi évidemment, et on ne le comprendrait pas. Alors que un homme qui est privé de sexe depuis des années va être reconnu dans son désir d'une sexualité plus épanouie. D'ailleurs, dans mon agence de rencontre, 80% des hommes qui venaient me voir étaient en couple. Et 80% des femmes ne l'étaient pas. Ça montre bien qu'un homme en couple n'aura aucun problème pour aller chercher ailleurs une satisfaction et que la femme se contentera de ce qu'elle a. Pour autant, ceux dont je vais parler connaissent la misère sexuelle, qui peut être ou pas associée à la misère affective. Ça peut dire qu'on peut avoir une sexualité réduite, frustrée, frustrante, mais pour autant se toucher, se câliner, s'accueillir, dormir en petite cuillère, comme on peut vivre un désert affectif et sexuel avec la même personne. Il n'y a aucune règle en la matière. Pour en parler, je vais vous raconter ce que j'ai observé dans ma pratique. Commençons par le niveau 1, qui est le cas de figure le plus classique. Les deux ont une libido différente, l'un des deux en a une toute petite et se contente de peu, et l'autre a plus de besoins. D'après mes statistiques sur le terrain, la norme pour un couple qui a déjà quelques années d'existence est autour de 2 fois par semaine, avec des pics pendant les vacances, peut-être parfois les week-ends, et bien sûr selon l'humeur, le stress, la santé, la maladie, l'espace évidemment, les enfants qui naissent, etc. Mais globalement, on va rester sur 2 à 3 fois par semaine. Chiffre qui d'ailleurs avec les années a tendance à diminuer. Mais lorsque j'interroge les couples, ils sont loin des 2 fois par semaine. C'est très souvent lorsqu'ils viennent me voir 1 à 2 fois par mois. Ce qui est certain, c'est que c'est celui des deux qui aimerait plus de sexualité qui est naturellement le plus frustré et qui est condamné à la masturbation. On part évidemment du principe que les deux n'ont pas de problème sexuel spécifique comme le vaginisme, un trauma sexuel passé, l'éjaculation précoce ou l'impuissance.
Alors celui, toujours dans notre niveau 1, qui est le plus frustré, va soit se masturber en douce sur des pornos pour ne pas blesser son ou sa partenaire. Et là, on a aussi une façon de fonctionner, de compenser la frustration, qui est plus spécifiquement masculine. C'est quand l'homme se masturbe sur le corps de sa partenaire, qui accepte volontiers parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas envie, elle a ses règles, ou juste pas la même libido que lui. Et tout le monde est d'accord. C'est pas aussi nourrissant qu'un rapport, mais c'est une forme d'intimité, on va dire. Passons maintenant au niveau 2. Là, les deux se masturbent ensemble en même temps et jouissent plus ou moins en même temps, où l'un va suivre l'autre. Par exemple, il peut la regarder se masturber avec son sextoy, donc elle va jouir et lui aussi. Il peut lui demander de lui dire des mots salaces pour l'exciter, avec toutes les variantes que vous pouvez imaginer. On a vu moins souvent des femmes s'exciter en regardant leur partenaire se masturber. C'est un constat, c'est un fait. Passons maintenant au niveau 3, ce que j'appelle les petits arrangements dans le couple. L'un déteste ceci, l'autre adore cela, peu importe les détails, et tous les deux vont fabriquer, entre guillemets, un contrat sexuel qui va prendre évidemment des formes extrêmement différentes selon leur personnalité, leurs années de vie commune, leur libido, mais qui va leur apporter le minimum syndical. Par exemple, monsieur va pratiquer le cuni et se masturber en même temps, ils vont faire un 69, madame va masturber monsieur, ou lui proposer, entre guillemets, la cravate de notaire. Autre solution, ils vont réduire au minimum leur sexualité autour des quelques petites choses qu'ils supportent l'un de l'autre et fabriquer vraiment un contrat qui leur est spécifique et qui va leur convenir, jusqu'à ce qu'ils viennent me voir, évidemment. Le niveau 4, c'est du rarement vu. Je l'ai vu une fois dans ma vie, mais je l'ai vu, donc ça existe. C'est un couple puceau, mais ils sont parents. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais fait l'amour ensemble, qu'ils ont eu leurs enfants par FIV et qu'ils restent ensemble pour les élever. Vous vous en doutez, c'est l'extrême caricature du propos que je vous tiens aujourd'hui. Disons que c'est le bout du spectre, mais que finalement, qu'on en soit arrivé à faire une FIV sans faire l'amour, ou qu'on passe sa vie à se masturber, et parfois de façon compulsive dans les moments où la frustration est grande, cela revient au même. Il y a une misère sexuelle que personne n'a envie de vivre. Même si l'éducation, la capacité à supporter la frustration rendent certaines personnes moins chochottes sur la question. Quand je dis moins chochottes, je pense à ces personnes qui ont toujours mal partout et que le moindre bobo rend fou de douleur, agace. Et je pense aussi, par opposition, à celles qui peuvent endurer beaucoup. Considérons que dans la misère sexuelle, il y a des partenaires qui sont capables d'endurer beaucoup de frustration. Alors évidemment, on se pose la question du pourquoi ? Pourquoi ces hommes, ces femmes qui, vus de l'extérieur, ont l'air de gens tout à fait ouverts, normaux et bien dans leur peau, vivent une telle frustration? Et tant qu'on n'a pas compris pourquoi, qu'on n'a pas émotionnellement rencontré le blocage, il me semble difficile de voir la situation changer. Parce que tous les exercices que proposent les sexos sont des espèces de rituels pédagogiques avec des démarches à suivre dans un ordre précis. Et très souvent, j'ai reçu des couples qui avaient essayé, mais qui étant restés en surface dans le comment, n'ont jamais pu entrer en contact avec l'interdit chez eux. Pourquoi je parle d'interdit? Parce que pour moi, dans la sexualité, quand ça bloque, c'est qu'il y a une non-autorisation. Alors ça peut être une non-autorisation à jouir, ça peut être le fait que jouir égale orgasme égale danger, ou que tout simplement la sexualité est interdite. C'est quelque chose qui est tout aussi partagé par les hommes que par les femmes. Par exemple, la petite fille va entendre toute son enfance, tu vas te faire violer, attention, les hommes c'est méchant, n'accepte pas les bonbons, les hommes c'est dangereux. J'ai vu aussi le cas où la grand-mère qui a vécu un trauma, semble-t-il, à travers le viol de sa sœur, et qui va passer beaucoup de temps avec sa petite fille, qui va devenir ma coachée, lui aura dit toute son enfance que le sexe, c'est pas bien, c'est dangereux, c'est sale, c'est interdit, qu'il faut l'éviter. Conclusion, ma coachée, à un âge relativement avancé, a très peu d'expérience sexuelle. Parfois, c'est plus subtil. C'est la vocation ratée, par exemple. Pour me donner la vie, mon père a trahi sa vocation de prêtre en couchant avec ma mère et en la mettant enceinte. J'ai tout le temps senti, moi, en tant qu'homme, que mon père regrettait de ne pas être prêtre, et ma façon à moi d'honorer ce sacrifice qu'il a fait pour me donner la vie, c'est de ne pas plus me servir de mon sexe que lui aurait eu droit de s'en servir s'il avait été prêtre. Et peut-être même le père de cet homme a-t-il fait 5 enfants et fait l'amour le nombre de fois qu'il fallait pour donner la vie à 5 enfants. C'est pas toujours mon père prêtre, ma mère bonne sœur, 2 carrières sacrifiées, 2 enfants du même sexe qui s'auto-interdisent. Vous avez bien compris que c'est du sur-mesure à chaque fois et c'est beaucoup plus subtil que ça. Simplement dans ce contexte, je ne peux que découper à la serre
clair et aller dans les grandes lignes. Pour aller plus loin, vous pouvez prendre un rendez-vous pour donner du sens à ce qui bloque. Ça peut être aussi transgénérationnel. Vous pouvez être en lien avec un homme ou une femme qui a défrayé la chronique, qui a transgressé. Je pense à une situation dans laquelle l'arrière-grand-mère de mon coaché était en couple avec un homme plus jeune qu'elle, qui aurait probablement violé ou influencé ou séduit la grand-mère qui avait 14 ans et qui s'est retrouvée enceinte de la mère de mon coaché, qui est interdit de sexualité aujourd'hui. Quand on observe que dans cette famille, si l'arrière-grand-mère était en couple avec un jeune, c'est que l'arrière-grand-père était parti. Le jeune ayant été évincé, la grand-mère a donné la mère de mon coaché à sa grand-mère pour qu'elle l'élève. Quant à mon coaché, il n'a pas connu son père, ou si peu, parce que sa mère s'est débrouillée pour avoir un enfant toute seule, à un âge où ce n'était pas encore la mode. Tout ça pour dire que c'est vraiment important de comprendre ce qui amène la personne à avoir un blocage sexuel, dont elle est consciente, évidemment, parce que si elle n'en est pas consciente, pour elle, la norme, c'est la frustration. Dans tous les cas, vous l'avez compris, c'est un système qui se joue à deux, qui devient un système pervers lorsque l'un des deux n'y trouve pas son compte, lorsque finalement, la frustration n'est pas bilatérale. J'ai vu un nombre incroyable de couples. Lorsque j'avais mon agence de rencontre, je voyais l'homme frustré, et par la suite, j'ai vu l'homme et la femme ensemble. Ils fonctionnent toujours en système, que ce soit un système relationnel, que ce soit un système sexuel, que ce soit un système d'alliance, dans lequel parfois, malheureusement, les enfants sont impliqués, où le père est plus proche de la fille, la mère est plus proche du fils, ou le contraire, où il y a plus d'enfants, et l'un des parents va diviser pour mieux régner et désigner qui va être le chouchou du jour. Quelle que soit finalement la couleur et la nature de leur dysfonctionnement, ce qui compte, c'est que ces couples-là répètent, rejouent, et rejouent évidemment leurs mémoriaux, c'est-à-dire leur lien à leurs parents ou à leurs grands-parents, quel que soit le sexe d'ailleurs. Il n'y a pas de lien sexuel systématique. Ils rejouent leur loyauté, leurs interdits, leurs conflits de loyauté, plus exactement. C'est-à-dire comment s'autoriser à, quand le père a été castré, quand la mère a été abandonnée, etc. Et bien sûr, ils rejouent aussi leurs bénéfices cachés, c'est-à-dire leur capacité à rester dans un couple dans lequel ils sont profondément frustrés, mais duquel ils n'arrivent pas à partir. Ce qui évidemment pose la question de qui se cache derrière cette personne qu'ils n'arrivent pas à quitter. Quel est le bénéfice que leur apporte cette frustration? Qui répare-t-il, du moins le croit-il? Et comment? Et ça, c'est la question essentielle en fait. C'est la question qui permettrait de sortir de l'impasse. C'est la question qui permettrait d'identifier le bénéfice caché qui se cache derrière tant de frustration, la personne, la situation qui fait que la personne qui vit la misère sexuelle est restée coincée dans un des couloirs de l'enfance, un couloir dans lequel le mot d'ordre est « tu n'as pas droit », contente-toi de peu, contente-toi de ce que tu as, ne crâne pas, ne la ramène pas, ne me trahis pas, ou sois mon faire-valoir, ou sois loyal à moi. Bref, c'est à cet endroit précis probablement qu'une porte pourrait s'ouvrir. Une porte vers une autorisation à jouir au sens large et au sens propre. Une porte vers la liberté sexuelle, ce qui ne signifie pas forcément du grand n'importe quoi. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.